Paul, si je te dis Laboubou, tu penses à quoi? Ah, rien du tout. Et à la fin de cet épisode, je vais te dire Laboubou, tu vas penser à argent. Au programme d'aujourd'hui, comment gagner 600 millions de dollars avec des jouets random, la crise existentielle des créateurs de contenu avec le retour de notre cher ami Ali Abdaal, le procès absurde des influenceuses belges, j'ai pas dit les influenceuses belges, mais elles sont belges, et le combat courageux de Paul contre l'oppression belge. On commence par mon sujet, que j'ai découvert récemment et qui m'a absolument fasciné, la folie des jouets random. Paul, si je te dis Laboubou, tu penses à quoi? Ah, rien du tout. Et à la fin de cet épisode, je vais te dire Laboubou, tu vas penser à argent. C'est une idée que tu vas adorer pour une raison et détester pour une autre raison. La raison pour laquelle tu vas adorer cette idée, c'est que c'est un produit à vendre aux femmes. Et je sais que récemment, tu as souvent parlé de trouver des trucs à vendre aux femmes parce que c'est des meilleures consommatrices que les hommes. À mon avis, c'est une idée que tu vas détester pour une autre raison. Et la raison, c'est que ça joue beaucoup sur une tendance. Et on sait que toi, tu es là pour les produits evergreen, notamment les paniers à poux, et que donc tout ce qui est des tendances, ça t'intéresse pas. Donc qu'est-ce que c'est que ces jouets random? Tu les as peut-être vus en Thaïlande. C'est des petites boîtes avec à l'intérieur une petite figurine. Et tu sais pas exactement quelle figurine tu vas avoir. Il y a une série de 12 et t'achètes un truc dans la série. Ça semble tout con. C'est devenu un business énorme. Et les tarifs sont incroyables. Donc, tu regardes Laboubou, Laboubou, c'est une marque qui appartient à une boîte qui s'appelle Pop Mart au sein de cette tendance. Mais c'est celui qui est le plus tendance actuellement. Tu vas acheter ta boîte avec ton petit jouet. Donc là, c'est une petite figurine avec un peu une fourrure, etc. Ça va aller pour du 45 $, 85 $, 180 $ américains. Alors que je pense que produire, ça coûte 2 $, 3 $. Ça coûte rien du tout. Pour ta petite boîte avec une figurine random à l'intérieur, tu sais pas ce que tu vas avoir. Et après, ça devient un truc de collectionneur et les gens se le revendent. Et la figurine la plus chère a été vendue pour 42 000 $ US. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce truc? Donc récemment, je suis allé à Bangkok parce qu'on avait un mariage à faire à Bangkok. Et Kim a commencé à me parler de trucs. Il me dit ouais, Laboubou, tu connais pas, etc. Je fais non. Mais regarde autour de toi, mec, ouvre les yeux et tu en verras. Ok, on est dans le métro, j'en vois 4. Il y a 4 meufs qui ont des Laboubou là-dessus. Et ce que ça veut dire, en gros, elles ont leur sac et dessus, elles peuvent clipper le truc. Et donc, en fait, elles ont des petits trucs qui pendouillent à leur sac. Moi, je vois ça, tu vois, ça me dit rien. Mais en fait, non, chaque petit truc, c'est un truc à 80 € qui est sur le sac et tout. Et après, tu vois, dans le métro, il y a des machines comme des vendeurs de boissons, mais qui te vendent des jouets, en fait, dans une petite boîte. Tu regardes, tu vas voir des gens qui se baladent avec un sac et dedans, ils ont 4-5 boîtes différentes de jouets qui sont pas encore ouverts, etc., qui vont aller revendre à quelqu'un d'autre. Et tu le vois partout. Et en 24 heures à Bangkok, une fois qu'on m'a ouvert les yeux à ce phénomène, j'ai eu genre 8 ou 10 fois où j'ai repéré un Laboubou dans la nature. Donc, l'histoire de ce truc-là, les gens tracent son origine au Japon ancestral. Au Japon des années 80, quand ils ont commencé à faire les gachapon. C'est les petites machines où tu mets une pièce, tu tournes et t'as un petit jouet, en fait. Donc, c'est la même idée que t'as un jouet aléatoire. Mais récemment, ils ont trouvé la formule, ils ont craqué le truc pour d'abord le vendre beaucoup plus cher que ce qui se fait au Japon et pour s'étendre dans tous les pays. Donc, c'est énorme en Asie. Aux US aussi, et je sais pas en France si le phénomène est encore arrivé, mais si c'est pas encore arrivé, il va arriver bientôt parce que ça a percé maintenant aux US. Et la Thaïlande est un des plus gros marchés. Donc pour la marque particulière de Laboubou, la Thaïlande c'est le plus gros marché, et il y a une raison pour ça et je te le dirai après. La boîte qui crée ça, c'est Pop Mart, tu connais peut-être, c'est une boîte chinoise qui font tout un tas de jouets. Non, c'est devenu leur plus gros truc, je crois que c'est plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Et là, ils ont fait plus 62% sur l'année. Pour faire 600 millions. Donc, ils sont en croissance énorme sur ce truc-là. L'Asie du Sud-Est, c'est 41% de leur marché et ils font x5 en gros sur l'année sur l'Asie du Sud-Est parce qu'ils ont trouvé ce truc, en fait, des jouets aléatoires qu'ils ont craqué. Et aux US, c'est assez gros. Il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Answer in Progress où ils parlent de ce truc-là et de tous les gens aux US qui sont dedans et ils interviewent un peu des fans du truc, qui est vachement bien. Donc, j'ai parlé de Laboubou. Laboubou, du coup, c'est une des marques qui appartient à Pop Mart. C'est un partenariat, ils ont trouvé un mec, c'est un artiste hongkongais qui habite à moitié à Hong Kong, à moitié en Belgique, qui crée un espèce de petit personnage, alors avec des petites oreilles cute et des espèces de dents pointues, donc c'est un design particulier. Ils ont fait un partenariat avec lui, et en fait, c'est devenu la sensation énorme, cette
ligne en particulier. Donc, ils sont toujours en train de lancer une nouvelle collection de 12 Labubu et tu en as un random dans la boîte. Et la raison pour laquelle c'est devenu énorme, et en particulier c'est devenu énorme en Thaïlande, c'est qu'apparemment, tu vois qui c'est Lisa La de Blackpink. K-pop, Ouais. Donc, Lisa de Blackpink, c'est un phénomène énorme parce que c'est genre un des plus gros groupes de K-pop, mais elle est à moitié taille ou un truc comme ça. Elle est full taille. Ouais, ou elle est full taille. Et donc, du coup, elle est en Thaïlande, c'est la partout, plus grosse tu la vois célébrité, partout. quoi. Ouais. C'est Cristiano Ronaldo, mais en version féminine, quoi. Et donc, du coup, apparemment, elle était fan de ce truc-là, elle l'a posté. Alors, en cherchant sur Internet, les porte-paroles de Pop Mart semblent dire que c'était juste organique. Son amour pour la marque qui l'a poussé à poster, etc. Si c'est le cas, elle leur a fait un énorme cadeau parce que quand j'en ai parlé à plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné directement que c'était elle qui avait lancé la trend sur ce truc-là en particulier. Parce que le mec, en fait, c'est un artiste, tu vois. Mais finalement, c'est juste un mec qui fait des tableaux et des petites sculptures, etc. Tu vois, c'est un mec parmi 1 milliard d'autres et qui s'est fait... et son truc a explosé. Il y a un truc incroyable quand tu vas en ligne pour acheter un de ces jouets sur le site de Pop Mart. Tu dirais, t'achètes des boîtes et tu les reçois chez toi, etc. Et en fait, non. Quand tu choisis la boîte que tu veux acheter, après, tu as un truc où tu peux secouer la boîte avec ta souris et ils te disent quel jouet tu vas pas avoir à l'intérieur. Donc, ils éliminent certaines options. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est incroyable, c'est l'expérience que les gens ont quand ils l'achètent en personne. Ils prennent la boîte et ils la secouent pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un autre truc qui est incroyable quand tu achètes en ligne, c'est que ça va te faire un unboxing immédiat. Donc en fait, même avant de recevoir la boîte, tu sais déjà quel jouet il va y avoir à l'intérieur. Et je me dis, pourquoi ils ont gâché un peu la surprise, quoi. Il faudrait que les gens la reçoivent et faire. Pourquoi est-ce qu'ils le disent immédiatement? Il y a 2 raisons. La première, c'est que ça crée un effet de dopamine immédiat où tu sais directement ce que tu as et tu as envie de... Ah putain, et tu as envie de... Juste envie d'acheter une autre, si t'es pas content. Et si t'es pas content, t'en rachètes une autre direct. Après, il y a des trucs assez incroyables. Par exemple, ils vont dire, OK, maintenant, tu en as 1 sur 6 de la collection. Donc, ils te créent une barre de progression où ils disent, OK, tu veux pas en racheter une autre pour essayer d'en avoir un deuxième. Est-ce que c'est leur premier coup à cette boîte-là parce qu'ils sont quand même bien ficelés, ils ont compris comment ça fonctionnait? Est-ce qu'ils ont... En fait, ça fait longtemps qu'eux, ils produisent des jouets qui sont vendus, tu sais, des jouets un peu de licence, des petites figurines cute, Harry Potter, des trucs comme ça. Ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, ils ont craqué le truc du côté random, en fait. Et c'est ça qui l'a rendu ultra viral. À mon avis, ils ont craqué 2 éléments. Ils ont craqué le côté random et ils ont craqué le côté statut social. Que tu as un jouet, tu l'as chez toi, à quoi ça sert, tu sais pas trop quoi en faire. Là, tu mets sur ton sac, tout le monde le voit. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que le bouton d'appel à l'action quand tu es sur leur site pour acheter un jouet s'appelle Try Your Luck. Essaye tente ta chance. Donc, il y a vraiment un truc de gambling direct. Donc, ça, c'est mes takeaways psychologiques. Le premier, c'est le paradoxe du choix. C'est notamment mentionné dans la vidéo de Answer in Progress. C'est contre-intuitif de dire pourquoi est-ce que les gens achèteraient plus quand ils peuvent pas choisir celui qu'ils veulent versus quand ils peuvent choisir, en fait. Et je pense c'est que s'il y avait trop de choix, les gens auraient le problème de se dire ok, lequel je veux, je choisis, je réfléchis, je cherche le meilleur choix, etc. Là, le choix, il leur est retiré. Il y a une collection. Cette collection, elle est à durée limitée. Si tu veux avoir la chance d'avoir un truc dans cette collection, il faut que tu l'achètes maintenant et tu n'auras pas besoin de choisir, donc il y a beaucoup moins de friction. Et après, évidemment, si tu n'es pas content, tu peux en acheter 2 ou tu peux en acheter 3. Le deuxième élément, c'est vraiment, j'ai appelé ça, le gambling, c'est addictif, on dirait, quoi. Le fait que ce soit random, ça augmente la dopamine. Parce que tu achètes un truc, tu es content de l'avoir acheté, il y a un effet de dopamine. Mais là, il y a aussi un effet de surprise. Tu peux être déçu, tu peux être content. Ça renforce cette expérience d'achat et je pense la boucle d'addiction. Il y a aussi le côté, en fait, où il y a... C'est intéressant que ça s'adresse aux femmes parce que les femmes, il y a beaucoup moins de gambling chez les femmes. C'est un truc où vraiment les gros gamblers, généralement, c'est les hommes sur les jeux vidéo, dans les casinos, peu importe, en crypto. Et donc, du coup, tu pourrais penser peut-être que les femmes ont moins ça, mais peut-être qu'en fait, il faut les target différemment à ce niveau-là. Ouais. Et peut-être qu'elles sont moins intéressées par la récompense chiffrée, et dans ce cas-là, plus sur une récompense qu'il faut apprécier ou que c'est un choix personnel presque, et un truc que tu peux montrer. L'autre élément de gambling, c'est que du coup, il y a une valeur de revente. Donc sur certaines collections que tu peux acheter, si tu arrives à les acheter un peu, tu sais, comme les mecs qui achètent des Nike Air Jordan d'une collection spécifique et qu'après peuvent les revendre, il y a un petit peu ce côté-là. Donc il y a toute une économie qui tourne autour avec les reventes sur eBay, etc. Et l'autre élément, à partir du moment où tu crées du gambling, c'est que la plupart des gens vont acheter de temps en temps une boîte et ils vont être contents. Mais il y a des gens qui vont être des whales et qui vont se dire, OK, il faut que j'ai toute la collection. Pour avoir la collection de 12 figurines, mathématiquement, il va falloir en acheter 25, quoi, probablement. Et beaucoup plus si en fait, il y en a qui sont rares, tu vois. Si tu as 12 figurines, mais il y en a une qui est ultra rare, il y en a 1 sur 100. Mais en fait, tu vas en acheter 40 et puis après, tu vas quand même l'acheter en revente sur eBay parce que tu l'as pas eu.
Et ça crée cet élément où en fait une fraction du marché, c'est peut-être 1% des gens, mais ils vont dépenser 100 fois plus que les autres. C'est comme sur les applications de paris ou sur les jeux vidéo. On sait que les jeux vidéo un peu free-to-play sur mobile, ils tournent en fait sur un petit pourcentage de whales qui vont dépenser un max. Et je pense qu'ici, il y a aussi cet effet-là. Il y a le truc du shake to guess qui est fascinant. C'est-à-dire, tu secoues pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on te donne un peu de contrôle, mais pas vraiment. On ne te laisse pas choisir ce que tu veux. Mais en même temps, on te laisse essayer de deviner. Alors, tu vois, en gros, c'est OK, celui-là, il est assis, donc la hauteur, elle est plus petite. Donc, si je le secoue, il devrait bouger plus. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment... ça te donne un peu une illusion de contrôle. Je pense que c'est un peu comme sur une machine à sous quand tu dois appuyer pour arrêter le truc qui tourne. Et tu as l'impression que tu peux calculer à quel moment est-ce que tu dois arrêter. Mais en fait, c'est random parce qu'il ne s'arrête pas exactement là où tu as appuyé. Donc, en fait, de toute manière, c'est random, mais on te donne une illusion de contrôle et ça renforce le côté un peu addictif du truc. J'ai parlé du fait qu'il y a des drops limités. Bon, ça, c'est très connu dans le domaine de la mode suprême, etc. Donc, c'est le côté FOMO. Et là, c'est combiné, comme dans le côté de la mode, de suprême des Jordan, avec une compétition pour le statut. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert que, Labubu, une des grandes innovations, il y en a un autre en Thaïlande qui s'appelle Cry Baby, je crois. Pareil, c'est une petite figurine un peu plushy que tu peux accrocher avec sur ton sac. Et donc, ils se sont dit, OK, ce truc-là, si tu pouvais l'accrocher sur ton sac et montrer que tu as la dernière collection, montrer que tu as un truc rare, montrer que tu as le même truc que Lisa, ça fonctionne bien. Et donc, ce qu'ils ont trouvé ici, c'est comment transformer un objet random, un jouet, en un effet de mode et en un symbole de statut. Et je pense que le niveau 1 ici du statut, c'est le social media. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont unboxer ces trucs-là, montrer leur collection, etc. Donc, à partir du moment où tu as un produit qui est créé pour être montré, et en fait, sa seule fonction, c'est d'être montré, il y a une viralité inhérente puisque les gens le montrent, et donc, du coup, les autres gens veulent avoir le même truc qu'ils ont vu sur Instagram. Et le niveau 2, c'est, Kim m'en a parlé spécifiquement avec la formulation, OK, tu as un sac Chanel et tu mets ton Labubu dessus. C'est une nouvelle mode, et ça, je pense que ça crée vraiment ce contraste entre le sac Chanel, ouais, c'est un peu sérieux, c'est un peu old money, etc. Ouais. Et le Labubu, c'est un peu cute, c'est un peu asiatique, il a des grandes dents, etc. Mais les deux sont un symbole de statut et c'est un symbole de goût, en fait. Si tu as seulement un sac Chanel, t'es un peu un vieux, tu vois. Mais si tu as le Labubu, tu vois, ça a le undercut, mais en même temps, ça te met dans une catégorie où t'es dans le game. Voilà. Et ça, c'est assez incroyable comme move. Parce qu'on avait parlé dans un épisode précédent, tu sais, des accessoires. Donc, j'avais parlé des crocs et des petits pins que tu peux mettre dessus. Et on se demandait, OK, comment est-ce que tu fais pour avoir un accessoire pour un produit que les gens achètent déjà ? Et en fait, ça, c'est un accessoire pour un sac extrêmement cher. Donc, forcément, si tu as un sac déjà qui est extrêmement cher, si ton Labubu il coûte 100 €, c'est pas la fin du monde, quoi. Levier énorme des influenceurs, surtout en Asie. On a parlé de Lisa, de Blackpink. Et il n'y a pas un énorme marché des contrefaçons où justement, contrefaçon, c'est aucun intérêt parce que le principe même, c'est que ce soit quelque chose qui vaille un peu d'argent. Qui soit rare, toi. Et bah, du coup, l'autre jour, je suis allé au magasin, dans un mall, etc. Un énorme stand qui vend des pins pour les crocs. Donc, ils vendent des pins pour les crocs. Parce que je t'avais dit que le pins pour crocs, normalement, il vaut genre 10 €. Ouais. Et donc là, ils te le vendent pour 1 €. Mais déjà, tu vois, ils font une marge là, mais c'est des... Après, je pense que... Je sais pas si c'est protégé, mais en gros, le design du pins, ils l'ont fait. Et du coup, il y a pas mal de pins Labubu, justement. Ils utilisent le personnage. Donc, comme avis, il y a plein de trucs qui se font. Mais ça n'empêche pas le cœur du business ici de tourner. Mais je pense qu'il doit y avoir effectivement une certaine... C'est comme pour Luxe, c'est avoir un faux sac Chanel, c'est pire que pas avoir de sac Chanel, tu vois. Ouais. En fait, ça va à l'opposé de ce que tu recherches. Donc je pense que peut-être il doit y avoir encore beaucoup de vrais achats. Mais encore une fois, c'est assez fou aussi de se dire payer 100 $ pour ça, 100 €. Faut comme le faire. Donc, il y en a qui sont moins chers. Tu vois, il y en a qui sont à 15 $, mais 15 $. Le Labubu en particulier est extrêmement cher parce qu'il est un peu plus gros et c'est un peu un plushie. Pour 15 $, tu as juste une petite figurine en plastique généralement. Mais il y en a qui sont moins chers, genre 5 $. Et en fait, il y a maintenant tout. Il y a ça pour des petites voitures et tout. Enfin, tout, en fait, les jouets, maintenant, tu regardes les jouets, il y a toujours des boîtes random. Tout le monde le fait. Donc, il y en a qui sont moins chers, mais ceux-là en particulier, la Labubu, c'est extrêmement cher. Et c'est des séries limitées, tu vois. Donc, tu as un peu ce truc de dire potentiellement, il y aura de la revente. Enfin, est-ce qu'il y aura vraiment de la revente surtout, ou est-ce que les gens se rationalisent en disant il y aura de la revente? Ça, c'est comme pour les montres ou pas mal d'éléments ou les baskets. Finalement, moi, le dernier insight, c'était effectivement vendre aux femmes, c'est une bonne idée. Et je compare ça avec. Tu t'intéresses un peu au marché du jeu vidéo et tu regardes un peu les commentaires et tout. Et ils sont très critiques, quoi. Ils sont très critiques, quoi. Les mecs, ils ont acheté un jeu pour 50 €. Ils vont avoir 100 heures sur Steam dessus ou plus. Et ils vont se plaindre que tu leur vends un DLC en plus. Ils vont se plaindre qu'il y a un bug, un truc. Mais une figurine à 100 $, ça passerait beaucoup moins auprès d'hommes que de femmes, de façon générale.
Et tu dis, les mecs se plaignent. Et là, les gens sont prêts à dépenser les 50 € juste pour la figurine. Et on a racheté une la semaine prochaine, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Idée de business. Faire des blind box un peu françaises. Donc, tu as des petits personnages un peu français. Que tu vends en Thaïlande, du coup. Ou alors, tu les vends en France aux touristes asiatiques. Tu les mets dans les lieux touristiques. Pas mal. Et tu fais croire que c'est la mode en France. Et tu les spams sur Facebook. Sur Facebook, tu cibles les femmes touristes asiatiques de moins de 35 ans qui sont en France. Et tu leur dis, OK, c'est la blind box française. Si tu es fan de blind box que tu viens en France, évidemment que tu vas acheter la blind box française. Et si on te dit, bon, bah, c'est 30 € pour un jouet, on va dire, OK, 30 €, ça semble à peu près dans la norme de ce que j'ai l'habitude de payer. Et du coup, tu vends ça aux touristes asiatiques. À mon avis, ça peut vraiment bien marcher. Évidemment, tu leur revends un truc qui a été fabriqué à l'origine en Chine. Voilà. Donc ça, c'est mon idée. La question pour toi que j'avais, c'est... Est-ce que tu penses que cette idée des blind box pour les jouets, c'est une opportunité sur Amazon? Et globalement, qu'est-ce qui se passe au niveau du marché des jouets sur Amazon? Bah déjà, par rapport à la trend, je pense que la seule façon où tu peux justifier t'attaquer à une trend, c'est justement s'il y a un gros, comment dire, il y a un gros ratio risk-reward, toi. Et là, ce genre de produit, c'est assez haut parce que, encore une fois, ça coûte 2 $. Donc au pire, même s'ils se foirent sur un modèle, ils ont commandé 10 000 unités, l'un dans l'autre, ils perdent 20 000 $. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent les cramer, les trucs, ils doivent les détruire parce qu'il ne faut pas que ça retourne dans le marché. Mais donc le risque est beaucoup moins important que si tu fais 20% de marge. Ouais. Et là, bon, bah, si tu te foires, ça vaut pas le coup. Donc je pense que c'est la différence. C'est quand c'est un truc trendy, il faut vraiment pouvoir s'assurer que si à la fin, tu n'arrives pas à écouter ton stock, c'est pas si grave, quoi. Et après, dans le marché des jouets sur Amazon, il est assez différent. Parce que c'est vraiment, quand même, encore une fois, très nivelé vers le bas. Donc c'est en gros, tout le truc, c'est avoir le plus gros kit possible pour le moins cher possible. Amazon, c'est vraiment ça en grande partie. Et de façon générale, moi, j'aime pas le marché des jouets parce que je connais un vendeur qui fait 20 millions par an sur les jouets. Et il fait 20 millions par an, y compris 12 millions dans une période entre le fin novembre et le 25 décembre. Peut-être 23 décembre. Et il a envoyé tout son stock à un entrepôt intermédiaire géré par Amazon qui s'appelle EWD, que Amazon vient de mettre en place. Et ce qui devait arriver arriva. Ils ont foiré le truc? Ils ont tellement foiré le truc. Il a demandé à ce que le truc bouge depuis genre 2 mois. Ils n'ont pas bougé. Et là, il a genre 5 millions de dollars de stock qu'il va pas pouvoir vendre. Et après, il va vendre peut-être un quart de ça sur le reste de l'année, tu vois. Surtout en plus, entre deux. Du coup, dans ce cas-là, ça le coule entièrement. Est-ce que tu penses qu'il peut revendre l'année prochaine? Bah, le gros problème, c'est qu'en plus, ils vont quand même bouger le truc vers Amazon. Donc, il va payer des frais de stockage chez Amazon qui sont quand même très importants. Donc là, ça va être un peu la merde pour lui. Il va devoir beaucoup, je pense, brader pour essayer de vendre un peu au maximum. Parce qu'encore une fois, sur Amazon, si ton stock a plus de 180 jours, tu commences à payer des frais de stockage supplémentaires. Donc c'est bien de la merde. Et donc de façon générale, j'ai l'impression que moins tu as un marché saisonnier, plus c'est plus facile de gérer, moins tu prends de risques sur l'inventaire. Donc c'est le marché des jouets sur Amazon, je pense que c'est risqué de ce point de vue-là parce que si tu te foires sur cette période-là. Et du coup, c'est moins saisonnier parce que c'est pas les enfants et c'est les adultes. C'est vrai, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Parce qu'il y a tous les... Dans ce cas-là, le game, c'est est-ce que tu es capable de créer un mouvement d'influenceurs ou de faire du micro-influenceur? Via Amazon, je pense que c'est compliqué. Non, mais juste de gens normaux, tu vois, en essayant de payer des gens, en essayant de créer ce mouvement. Parce qu'il y a peut-être il y a forcément des influenceurs qui sont spécialisés en fait un peu sur les blind box, tu vois. Et si tu leur envoies le truc et ils les ouvrent et ils font un unboxing, tout ça te coûte pas grand cher. En simultané, si tu arrives à avoir les 20, je pense avoir pas mal justement de mecs focus box, mais aussi peut-être 2-3 grosses stars en fait, pour légitimer le truc, un peu comme Lisa. Et ben, je pense que tu peux reproduire ça à l'infini, mais il faut pouvoir le faire, quoi. Il faut avoir la capacité d'avoir ces contacts-là, de payer le truc initial. Et pareil, je pense que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que si c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Lisa publie leur truc, ils ont dû être en rupture très rapidement. Et donc, peut-être, ça vient là aussi leur prix élevé. C'est rendu compte qu'on peut monter les prix, ça continue à vendre. Et après, ils ont juste gardé ça pour garder un peu ce côté rare. Parce qu'encore une fois, si ça devient trop peu cher, ça perd son intérêt parce que tout le monde l'a. Donc, c'est un truc difficile à équilibrer, je pense. Mais aussi, ça m'étonnerait que ça existe encore dans 2 ans, tu vois. Très probablement, dans 2 ans, ça sera mort et ils seront passés à autre chose. Probablement, donc après, c'est là où les principes un peu, tu vois, le long terme, c'est en mode, OK, le côté random, ça sera pas à ça, mais il y aura un autre truc un peu random, un peu statut social, etc. Avec exactement les mêmes leviers, ça. Mais là, pour le coup, si tu essaies d'anticiper ça, ça devient beaucoup plus difficile de vraiment l'anticiper et de le faire fonctionner, quoi. Parce que là, est-ce que tu aurais pu anticiper ce truc-là il y a 5 ans? Pas vraiment, tu vois. Non. Je suis sûr que chez Pop Mart, ils étaient en train de se dire, bon, c'est quoi le prochain coup, quoi. Quasiment sûr, ils réfléchissent à ça. Ok, parlons de la crise existentielle du créateur de contenu avec un featuring de notre ami Ali Abdaal. Est-ce que tu as regardé cette dernière vidéo? Une de sa dernière sur Life Update. Qui a très bien marché parce que du coup, il a fait le meilleur titre sur YouTube, c'est je me suis marié avec en miniature
une image de ton mariage. Ça, c'est Ça, carton en plus, garanti. sa femme est enceinte aussi. Il y a 2 trucs qui cartonnent. Ouais, c'est je me suis marié et j'arrête YouTube. C'est gratuit. Faut le une année sur 2. Et puis après, tu mettras divorce aussi entre eux. T'es bien là. T'es une rotation. Mais en gros, le contenu de sa vidéo en grande partie, c'est... et d'ailleurs, il est assez sincère par rapport à ça. Il dit c'est un truc qui se rend compte un peu chaque année. Comme leçon de... Parce qu'en gros, c'est une vidéo sur la leçon de l'année précédente. Ouais. Quoi. Et un peu toute sa thèse, c'est... Moi, ce que je kiffe, c'est faire mes vidéos tranquillement chez moi. Ouais. Et les montrer au monde et être un peu, un enseignant, quoi, être un prof. Mais à chaque fois, je suis confronté à tous ces vilains infopreneurs américains qui me forcent à faire grossir mon business, tu vois, qui m'influencent négativement, qui disent Ali, tu fais pas assez. Moi, je suis un mec sain, moi, je veux juste vivre tranquillement, faire mes vidéos YouTube, et ça s'arrête jamais, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de bullshit là-dedans. Et il est dans cette phase-là de j'ai lancé trop de business, faut que je me calme. Et dans 3 mois, il va changer d'avis. Il va dire non, on repart comme en 40 et c'est parti comme en 14. Et c'est reparti. Mais je comprends d'où vient sa logique, en fait. C'est parce que il voit le truc rationnellement. C'est un mec rationnel comme toi et moi. On est rationnel. Il se dit, bon, mon lifestyle actuel, il peut pas être amélioré avec de l'argent, tu vois. Il peut pas, même si mon business grossit, ça va avoir 0 impact positif sur mon lifestyle, tu vois. On parlait peut-être le step d'après, ce serait genre les jets privés, mais en réalité, ça vaut pas le coup, tu vois. Le step est trop grand par rapport à la récompense. Et après, il voit le côté, mais avoir 4 business différents, ça me rajoute du stress, tu vois. Donc, en gros, si je pousse mon business, si je le fais croître, j'ai pas de bénéfices tangibles. Par contre, j'ai cet aspect négatif d'avoir plus de stress et d'être plus préoccupé. Et donc, il se dit, bah, ce désir de grossir le business doit venir d'ailleurs, en fait. C'est pas authentique, ça vient pas de moi, tu vois. Et moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense, en fait, juste, il a un désir naturel de vouloir faire grossir son business et que peut-être que c'est un désir qui est un peu moins à la surface que d'autres, mais qu'il est réel. Est-ce que tu penses pareil ou pas? En fait, moi, je suis exactement dans la même situation. Moi, quand je regarde ces vidéos d'Ali Abdaal, je dis, bon, t'es juste raconté ma life. C'est genre D'ailleurs, avant, je faisais un bilan annuel tous les ans. Et le bilan de 2023, j'ai pas réussi à le faire. Et là, j'ai essayé de faire le bilan de 2024. J'ai passé plusieurs jours. Hein. J'ai pas réussi à le faire. Pourquoi? J'ai l'impression de répéter la même chose. Soit je répète la même chose, soit je me dis, en fait, j'essaie de te raconter une histoire qui est pas terminée. Et j'arrive pas à trouver le storytelling, tu vois. L'histoire essentiellement tu vois, que je raconterai, c'est ok, en gros on avait ce business qui fonctionnait, donc on a lancé ces autres trucs pour diversifier le business et pour avoir des trucs qui dépendent pas de moi. À suivre. Tu vois, en gros c'est ça, et je me dis putain c'est pas satisfaisant cette histoire que je raconte, et puis si je te raconte encore une fois, donc voilà pourquoi je lance des business annexes, etc. Ouais, sauf que je l'ai raconté déjà en 2022, et en fait on est toujours en train de faire le même truc que ce qu'on était en train de faire à cette époque là, et du coup je comprends assez bien la situation de Ali Abdaal. Je dirais en fait que quand tu as une personne qui est créative, au départ, tu dis, OK, je vais juste faire mes vidéos et c'est ma créativité, etc. Mais de jour, au bout d'un moment, bah, tu dis, OK, les vidéos, c'est toujours un peu le même format de vidéo. Donc, est-ce que je ne devrais pas faire des trucs annexes? Et surtout, avoir des idées, créer des business, bah, c'est de la créativité. Tu vois. Le problème quand tu crées un business, parce que quand tu crées une vidéo, la vidéo, tu l'as fait, elle est finie. Tu n'as plus besoin de la faire. Mais quand tu crées un business, tu as toujours cette idée de dire, OK, je vais faire ce truc et puis après, ce sera indépendant. Mais en fait, non, parce qu'il faut toujours repenser le truc, repositionner les éléments, etc. Et pour moi, par exemple, c'est toujours plus tentant de me dire on va trouver une nouvelle idée, on va trouver un nouveau truc, c'est plus excitant, c'est plus créatif, etc. Que d'aller te dire, bon, bah, comment est-ce qu'on fait la prochaine stratégie ou comment est-ce qu'on optimise la stratégie. Dans mon cas, tu vois, par exemple, pour l'école des copywriters ou Schoolmaker, je suis en mode, OK, un truc, je comprends bien comment ça fonctionne, on sait que ça vend, etc. Du coup, ça semble moins créatif, ça semble moins excitant, tu vois. Donc au final, tu dis, OK, on va faire un truc qui n'a rien à voir, on va lancer un nouvel élément. Et je pense que les deux viennent du côté créatif, mais qu'en fait, une fois que tu as lancé ce truc, le côté créatif, il drop, et puis après, il faut opérationnaliser l'élément. Ouais. Donc du coup, ça t'intéresse moins, mais ça reste là. Et je pense que ça reste un fantasme de penser que les trucs vont 100% tourner sans aucune intervention. Donc tu te retrouves un peu coincé parce que ton désir créatif t'amène sur un truc où en fait, t'es créatif au départ, mais après, tu construis plein de trucs qui sont pas créatifs. D'où cette tendance, en fait, ce truc de te tirer sur, OK, je vais juste faire ma créativité personnelle, personne va m'emmerder, juste faire mes petites vidéos, etc. Moi, tu fais tes petites vidéos et tu dis, bah, en fait, ouais, du coup, je fais mes vidéos, etc. Mais comment est-ce que je fais lever sur mes vidéos pour faire un truc plus gros? Et en fait, t'es dans ce cycle. Qui, en un sens, tu vois, est productif, dans le sens où, en fait, c'est pas comme si tu revenais à zéro, tu vois, t'en retires des choses. Moi, au fil du temps, j'ai quand même monté un SaaS, Schoolmaker, j'ai quand même monté l'école des copywriters, etc., qui est un truc qui est indépendant. Mais je dois un peu me retenir parce que sinon, en fait, je lancerais 4 trucs comme ça par an et on se noierait, on n'aurait pas
bande passante. Tu vois, aujourd'hui, j'arrive à avoir 3 business qui sont indépendants et qui fonctionnent, plus un truc qui est beaucoup plus petit, c'est Iamania. Iamania, on le fait tourner, tu vois, on a la chaîne YouTube, etc., mais c'est beaucoup plus petit que le reste. Et en gros, on a ces 3 trucs, plus un autre petit qu'on incube. Mais si je me retenais pas, j'en aurais 12 et... Enfin, d'ailleurs, j'en ai lancé 12 au fil des années. C'est juste qu'il y en a plein que j'ai réussi à cutter, tu vois. Et donc, il y a peut-être un cycle naturel d'expansion pour ce type de personnalité. Exactement. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le cœur du truc. C'est en fait, je pense que c'est un cycle naturel, en fait. Parce que moi, aussi, je l'ai depuis très longtemps. Cette année, on a lancé 300 produits. Et donc, t'as des mots, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai branlé à lancer 300 produits? Ça complexifie tout, c'est un bordel monstre. Et en fait, après, t'acceptes, pendant 2-3 semaines, tu vas penser ça. Puis après, 2-3 semaines plus tard, tu vas te dire, en fait, non, il faut qu'on aille encore plus fort. Et en fait, c'est une oscillation naturelle, je pense, que quasiment tous les entrepreneurs ont en tant que tel. C'est comme Sam Sulek, tu vois. Il fait 3 modes de bulk et 3 modes de cut. Non, je pense que c'est un peu ça aussi. Il y a un peu cette partie-là. Ouais. Il y a même Sam Ovens qui en parlait de cette idée, lui, de justement, tu essaies de faire grossir un business comme un bourrin pour 1 an, et après, tu passes 1 an à clean up le truc, toi. Et en fait, ça peut fonctionner comme ça aussi, de certaine façon. Ce qui est plus simple, je pense, intellectuellement, de la même façon qu'en fait, certains argumentent que le bulk puis cut, c'est le plus optimal pour gagner du muscle. Je pense en fait c'est pas le plus optimal, c'est le plus simple en fait. Dire bulk, t'es comme un connard, tu manges comme pas possible, tu t'entraînes comme pas possible, tu réfléchis pas. Et cut, justement tu passes. C'est plus dur qu'avoir un surplus calorique de 10% pendant genre 1 an, tu vois. Et je pense que ça va pareil pour le business, c'est que mieux vaut y aller à fond quand tu vas à fond, puis après juste tu calmes le jeu, tu consolides et après tu repars encore quoi. Mais un truc aussi auquel je pensais, c'est que je pense que c'est important de lister exactement ce que tu attends d'une activité professionnelle, d'un business. Et mine de rien, il y a 2 trucs qui sont importants que je pense qu'ils sont assez ignorés. C'est le sens du progrès. Donc nous, le business, il a stagné pendant 3-4 ans. Et tu pourrais dire, sur papier, ça reste un très bon business, ça tourne très bien. Mais en fait, ça te manque quand même. Quand tu n'as pas cette courbe qui monte, c'est un problème. Et après, il y a aussi une forme de compétition, en fait. Aussi, si tu stagnes, ça veut dire quoi? Si tu descends, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'entraînes pas la compétition par rapport aux autres. Alors, tu peux dire que c'est la compétition par rapport à toi-même. Si tu veux vraiment être un peu Ali Abdal, il aurait dit ça, lui. C'est pas important de... Mais je pense que tu as quand même cette recherche de compétition qui peut être saine. Et j'en suis arrivé à ma conclusion personnelle. C'est en gros, c'est quoi la target de growth idéale? Je pense que c'est pour e-commerce. Infopreneur, c'est un peu différent. Mais e-commerce, je pense que 20 à 30%, c'est parfait. Okay. Parce que c'est un truc qui est tenable. Tu fais 20 à 30% chaque année pendant longtemps. Pendant genre des décennies, tu penses? Ouais, je pense que tu peux. Ça devient de plus en plus dur, forcément, au fur et à mesure, mais c'est possible. Ça met pas trop de pression sur ton cash et aussi sur la supply chain. Parce que le problème, c'est quand tu grossis 100% en e-commerce, c'est la merde si t'as pas d'argent, en fait. Tu dois prendre des dettes, enfin, tu dois dans des dettes, c'est vraiment la merde. Et que aussi, c'est plus simple. En gros, si tu grossis de 100% l'année, ça va pas être trop produit, donc peut-être tu vas redescendre de 20%. Et du coup, t'as un peu mal, ce qui contredit d'ailleurs un peu mon conseil précédent d'y aller à fond pendant l'année puis te calmer. Je pense que c'est... Idéalement, si t'arrives à maintenir 20%, t'es bien. Pourquoi tu penses que c'est différent pour les infopreneurs? Parce que t'as pas cette question de cash, de limite, quoi, tout simplement. Nous, par exemple, là, pour Noël, on a dû avoir 8 millions, alors que l'année dernière, on était à genre 6 millions d'inventaire. Ce qui est forcément rajoute un risque. Si tu voulais faire 100%, l'année prochaine, il faudrait 16 millions. C'est ça. Ouais, okay. 16 millions. Et 16 millions, on ne les aura pas facilement comme ça, quoi. Donc, c'est la limitation. Alors qu'infoprenariat, tu as quand même moins ce problème. Tu peux avoir tes systèmes qui cassent, tu as peut-être un peu plus de 16 clients. Mais c'est pas, je pense, l'achat marginal n'a pas les mêmes conséquences qu'en e-commerce. Je pense que l'autre élément en termes d'infoprenariat, c'est que tu as toujours ce truc de dire à quel point je suis sur une tendance, à quel point ça va durer. Il y a vraiment un truc de momentum, j'ai l'impression, dans l'infoprenariat, où quand tu montes et tu as envie de bourriner, de continuer à monter le plus vite possible. Et ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est qu'à un certain point, le truc, il se mature et tu arrives sur un plateau. Et le plateau, après, il est assez dur à casser. Et après, souvent, tu vas le casser, d'ailleurs, en lançant des projets annexes. Ou alors en trouvant une autre offre. Ou alors en trouvant une source de trafic, quoi. Mais vraiment, pour casser le plateau, tu peux plus juste faire ce que tu avais fait. Il faut vraiment trouver un truc nouveau qui va remarcher à partir de zéro. Puis tu as aussi en infoprenariat, tu as quand même une taille de marché qui est plus limitée que l'e-commerce au global. Tu as des infopreneurs qui font 30 millions par an de revenus, ça existe quasiment pas. Il y en a très peu. Alors qu'on parlait de BMS qui vont faire 100 millions, je pense, l'année prochaine. Tu as encore de la place. Tu as des centaines de milliards littéralement juste sur Amazon. Donc je pense que tu as aussi ce problème-là qu'à un moment, tu as notamment francophone. Et à un moment, ça devient de plus en plus dur aussi de grossir. Un autre point aussi, forcément, qui est assez évident, c'est que si tu t'es sécurisé financièrement, personnellement, ça aide aussi, justement, à un peu résoudre cette tension et d'accepter qu'en fait, quand tu pousses, c'est un peu du bonus, tu vois. Qu'au pire, tu reviendras à un stade qui sera correct. Et finalement, je pense qu'un autre aspect aussi, c'est que ce que tu recherches aussi avec ton business, probablement, c'est aussi un peu de stress. Et on a parlé beaucoup de cette idée que le stress te forge au fur et à mesure.
et que justement, c'est ça qui te permet de monter au niveau. Et donc, si t'as un business qui est pas en croissance, bah, t'as plus le stress, quoi. Généralement, Bah, tu peux aussi avoir le stress, ouais, que le truc, il est en train de c'est un se péter la stress gueule, quoi. pas sain, tu vois ce que je veux dire, c'est un stress désagréable, toi. Il y a stress, un peu de dopamine. Là, c'est stress full cortisol, un peu peur, putain, c'est en train de s'écrouler. Ce qui, je pense, est assez différent. Ce qui peut être formateur aussi, mais qui est différent. Ouais. Je suis d'accord que c'est peut-être un des éléments qui est manquant dans le modèle que Ali Abdaal se donne, c'est il se dit, ok, bah, en fait, ma vie, elle devrait toujours être plaisante et facile, et s'il y a un stress, c'est que c'est un signe d'un problème. Ce qui a, ouais. Et que peut-être, en fait, si tu as du stress, pas du stress chronique, je pense, où tous les soirs, tu n'arrives pas à dormir, mais un stress où tu as des périodes où tu dis, ok, là, vraiment, ce truc-là, faut pas se foirer, il faut vraiment le faire à fond. C'est pas forcément un problème, en fait, ou une mauvaise chose. Et encore une fois, ça revient à qu'est-ce que tu recherches avec ton business, avec ton activité professionnelle. Tu peux te lisser ça. Si effectivement, tu penses vraiment qu'il faut que ce soit le stress au minimum, bah, dans ce cas, effectivement, faut changer l'approche du business. Mais je pense que la plupart des gens, c'est bien d'avoir un peu de tension, un peu de stress. Ouais. Parlons maintenant du procès des influenceuses belges. Donc, il y a un business model que j'ai découvert via cet article dont je vais parler, qui est la review de produits Amazon sur TikTok. Donc, en fait, c'est juste, tu commandes des produits sur Amazon, et après, tu fais une vidéo TikTok où tu dis les meilleurs produits pour Noël, les meilleurs produits pour l'automne, etc., etc. Et après, tu mets évidemment un lien dans ta bio vers ton Amazon Shop et tu récupères des commissions quand les gens achètent les produits sur Amazon Associé. Question pour toi, est-ce que tu as déjà interagi avec ce genre d'influenceurs? Est-ce que tu penses que c'est un bon business de base? Non, mais on a interagi avec d'autres influenceurs. On s'est fait un peu escroquer. Escroquer, c'est un gros sujet, mais en fait, on a recruté un mec qui est censé être notre affiliate manager. Okay. Justement, qui allait nous faire travailler notamment avec les youtubeurs autres. Sur le papier, bon, j'ai fait l'erreur classique. J'y suis allé à n'importe comment le recrutement. Tu sais, on a une conversation sympa, vas-y, on tente. Okay. Ce qui, en soi, vu que tu les vires assez rapidement, c'est pas dégueulasse. Le problème, c'est qu'en fait, entre deux, il s'est engagé sur des contrats avec des youtubeurs qui étaient youtubeurs en fait bidons. En fait. C'est assez fascinant. Il y a tout un réseau de youtubeurs, de reviewers YouTube où tu vois, ils ont genre 20 000 vues, genre 200 commentaires, 200 likes, tout se tient. Toi, tu es là, putain, ça se tient. Et en fait, c'est des faux commentaires, des fausses vues, des faux likes. Et après, tu vois qu'en fait, ton produit a eu 0 clic. Et en fait, c'est un arbitrage. C'est qu'ils te font payer je sais pas, la vidéo $600. À côté, ils mettent $50 en vue, $50 en commentaire. Et en gros, ils font l'arbitrage, ils récupèrent $500 de différence, quoi. Et du coup, quand tu m'as montré ça, tu m'avais montré un screenshot avec plein de commentaires super positifs sur le produit. En fait, je pensais que le truc, c'était de faire des fausses reviews de ton produit. Comme ça, les vrais clients, ils vont chercher une review du produit, ils vont tomber sur une vidéo qui a 30 000 vues et plein de bons commentaires. Ils vont se dire, ah tiens, un super produit, je vais l'acheter. Mais tu dis que ça n'a pas d'intérêt et qu'il n'y a pas de vues legit qui tombent sur ces vidéos? Bah, long terme, peut-être qu'il y aura des vues legit, de toute façon, pas possible. Mais en tout cas, les vues short term, ce que tu vois apparaître immédiatement, c'est des fausses vues, quoi. Et de toute façon, tu vois les commentaires, les commentaires sont bidons, toi, ça. Mais par contre, effectivement, si ça commence à ranker sur long terme, ça peut être intéressant. Donc, on verra peut-être dans 3 mois, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, c'est assez impressionnant. On a des vidéos avec 30 000 vues et genre 2 clics, quoi. Donc, c'est un peu, les ratios sont pas très intéressants. Et donc, il a quand même réussi à nous paumer genre 3-4 000 $ là-dedans. On s'est séparé de lui. Notamment, il a aussi à faire, du coup, on a quand même annulé, mais un partenariat avec un youtubeur indien qui parle en hindi. Il y a Amazon en Inde, non? Mais t'es pas listé dessus. Tiens, on n'est pas listé dessus. Et après, son argument, c'était ouais, mais il y a beaucoup d'Indiens aux États-Unis. Ils parlent anglais, toi. C'est pas. Mais en fait, non. En fait, c'est juste qu'il avait même pas fait gaffe. Qu'enfin, il faisait n'importe quoi. Donc, c'est une leçon apprise. Il pareil dans le recrutement. Toujours poser des questions très spécifiques parce qu'en fait, il a listé. J'ai travaillé avec ça. Il m'a dit Coca-Cola ou je sais pas quoi. Et en fait, qu'est-ce que t'as fait? Quel est ton process? C'est vraiment d'aller dans le détail. C'est là que tu vois le niveau de granularité qu'ont les gens. En l'occurrence, l'expérience que j'ai un peu faite, c'était juste, je verrai très bien s'il est bon ou pas, on tente sur une semaine et on voit, tu vois. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais pas dû le laisser conclure des deals avant d'avoir validé moi-même. Mais autrement... T'avais pas une personne en RH maintenant dans ta boîte qui était censée structurer un peu mieux le process de recrutement? Bah ça, c'est un mec qui travaille avec moi en direct. Donc pareil aussi, les RH, je les skip ou quoi? Je t'ai raconté, non. Non, la raison pour laquelle je suis allé aussi vite, c'est parce que j'ai parlé à un mec qui est dans le DC, donc un groupe en coin. Ouais. Sur Messenger, parce que ce gars-là travaillait pour cet autre gars-là, le gars de DC. Donc j'envoie un message en disant, il était comment cette personne-là, tu vois. Et le mec dit, ouais, il était incroyable, un A-player, il allait à fond, machin truc. Un truc genre élogieux, j'étais putain, toi, il me dirait pas. En plus, je le connais vite fait quand même. Attends, mais c'est encore le mec autiste dont tu m'as parlé l'autre fois. C'est ça. Et après, par contre, ça baisse mon appréciation des autistes, là. Ils en prennent un coup. Mec, 2 semaines plus tard, après, je l'ai viré l'autre. Je vais le voir, on déjeune ensemble au restaurant.
Et je dis, ouais, putain, bizarre, tu m'as dit que il était incroyable, mais c'est vraiment, c'est une catastrophe. Il m'a dit, ah non, non, en fait, ouais, mais je voulais pas, en fait, par écrit te dire des trucs comme ça. Mais en fait, c'est une catastrophe, il a une grosse addiction aux jeux vidéo. En fait, il faisait semblant de travailler tout le long. Et je dis, tu m'as foutu la merde comme ça, pour rien. Mais ça, c'est une autre leçon. C'est que les gens ont plus de chances de donner leur vrai avis au téléphone ou vive voix que par écrit, en fait. Parce que par écrit, les gens ont toujours, déjà, c'est plus facile de bullshiter, toi, d'écrire un truc bidon. Alors que quand tu parles à un mec, tu sens s'il est enthousiaste ou pas. Et de deux, ils ont toujours la peur que toi, ça revienne vers eux à un moment qu'il y ait des traces, quoi. Donc, si vous faites des calls de référence, enfin, tester des références, vous vraiment le faire par call et pas par email. Ouais. Ce qui est chiant pour ceux d'entre nous comme moi qui détestent faire des appels. Je suis d'accord, ce qui est chiant. Donc, on revient sur le business des influenceuses et pourquoi elles se sont fait un procès. Donc, ok, tu revues des produits sur Amazon, comment tu crées une audience, etc. Ton produit, c'est juste, tu montes des produits. Enfin, ton contenu, c'est juste, tu montes des produits. Donc, ouais, tu crées une esthétique. Tu crées une esthétique un peu beige, un peu cute, etc. Et tu reviews les produits beiges qui sont sur Amazon, qui rentrent dans l'esthétique beige de ta maison beige, tu vois. Et c'est là que se trouve le procès. Il y a deux influenceuses qui ont la même esthétique beige, qui ont des maisons qui ressemblent copie-coller l'un de l'autre, qui, évidemment, achètent les mêmes produits, reviewent les mêmes produits, recommandent les mêmes produits, qui font un contenu qui se ressemble comme des gouttes d'eau. Et il y en a une qui fait un procès à l'autre en disant « T'as copié mon esthétique, t'as copié tout mon contenu, tu reviews les mêmes produits que moi de la même manière. » Et l'autre qui dit « Non, c'est toi qui m'as copié, c'est moi qui le faisais en premier, etc. » Sauf que ce qui est assez drôle dans cette affaire, c'est que les deux ont cette esthétique minimaliste beige, en fait, tu vois, avec des murs blancs, avec un canapé un peu beige, avec un bureau un peu blanc, et tu vois, l'esthétique un peu minimaliste, standard, quoi. Donc c'est assez difficile de dire « Ok, c'est moi qui l'ai inventé et tu m'as copié. » Et après, elle se montre « Ok, tu as fait les mêmes plans que moi. » Et c'est vrai que les plans, ils sont très, très similaires. Mais, ok, c'est des shots de social media basiques. Notamment, il y a un exemple, si tu veux scroller un peu en bas, où elles ont toutes les deux review les mêmes fringues. Et en fait, elles font la même pose où elles ont elles sont dans un miroir, elles ont le téléphone devant leur visage, elles font un peu de cette pose où elles lèvent une jambe. Ouais, c'est classique. Elles posent leur hanche de l'autre côté. Donc, ouais, c'est à la fois, effectivement, tu vois les deux l'un à côté de l'autre, tu dis, ok, ben, c'est la même photo et c'est impossible de les distinguer parce que tu vois pas leur tête. Mais comme des milliers de filles. Mais d'un côté, c'est comme des milliers de personnes et c'est un truc un peu standard social media et c'est assez difficile de dire que tu possèdes le truc. Après, il y a des trucs assez choquants. Par exemple, si tu regardes un peu plus bas, il y a dans la maison, elle a des photos en noir et blanc avec une grosse bordure en tour et avec un cadre noir sur le mur blanc. Et après, elle a une mosaïque de ces différentes photos. Et les deux ont exactement le même mur avec les mêmes photos, ce qui est assez marquant. Mais encore une fois, j'ai vu la même chose chez mes voisins. Donc voilà, c'est un autre. Il y en a une qui s'est fait un tatouage d'une fleur sur le biceps droit. Et l'autre a le même tatouage avec une fleur sur le biceps droit. Et là, ça commence à être, ouais, ok, c'est possible qu'elle l'ait copié. Mais d'un autre côté, comment est-ce que tu vas aller prouver ce truc-là ? Elles ont les mêmes influences aussi, tu vois, en fait. C'est toujours ça. C'est comme ça qu'on se trouve toujours à lire les mêmes livres, parce qu'en fait, t'écoutes les mêmes personnes. Ah non, c'est parce que tu me copies. Oh putain. Procès. Procès. Ouais. Donc l'autre, elle dit, ok, ben moi je fais un énorme travail de recherche pour trouver mes produits beiges, etc. Ouais. Okay. Je tape beige sur Amazon. Je scroll pendant 12 heures. Et le truc qui est d'ailleurs expliqué dans l'article, c'est que en fait cette esthétique beige, meuf, vous l'avez toute copiée chez Kim Kardashian. En fait. Kim Kardashian avait un célèbre tour de sa maison avec des trucs absurdes. Elle a un espèce de comment t'appelles ça, de robinet, d'évier plutôt en dessous de son robinet, qui est tellement minimaliste que c'est un truc plat en fait. Je me suis fait du coup l'eau elle va par terre, comment ça fonctionne? C'est tellement minimaliste, c'était la maison beige avec rien du tout, avec les chaises et tout. Et en fait elles ont souvent des meubles qui sont des copies de ce qui se trouve chez Kim Kardashian. Évidemment cette maison minimaliste qui avait été beaucoup moquée à l'époque, il y avait plein de youtubeurs qui fait des réactions sur la maison minimaliste de Kim Kardashian qui avait pas l'air du tout fonctionnelle. En fait c'est devenu une énorme tendance et c'est un peu l'esthétique par défaut social media. Et que finalement, je dirais, c'est un peu ça être un influenceur, quoi. Les gens sont influencés et copient ton style. Et c'est dur de dire aux gens, voilà des produits, achète les produits que je te recommande. Et après dire, mais ne copie pas mon style, quoi. Parce que fondamentalement, ce que ces filles-là, c'est un peu, voilà le style un peu packagé que tu peux copier. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Pour qui ils sont? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est divisé? Elles ont toutes les deux leur audience, mais c'est du TikTok. Donc, sur TikTok, les gens savent pas trop qui ils regardent, tu vois. C'est un peu anonyme. Donc, effectivement, elle dit, bon, t'as un peu la même esthétique que moi, t'as un peu la même dégaine, t'as aussi des cheveux un peu de la même couleur, et tu fais des photos avec ton téléphone devant ta tête. Les gens se rendent pas compte qui ils regardent. La réponse, c'est oui, mais voilà. Mais par contre, je pense faire des procès, c'est sous-côté. Parce que faire un procès en tant que tel, ça coûte pas grand-chose. Ça dépend, je pense, des pays. Parce que et après, t'as un article dans The Verge avec pas mal de liens vers ton compte TikTok, quoi. Mais tu pourrais, du coup, faire je pense, lancer un procès, ça peut coûter moins de, je sais pas, de $5 000. Ouais.
Et après, tu as une énorme pub potentiellement, même si tu le perds à la fin. C'est peut-être le hack. Voilà. Donc, l'article est un peu en mode... L'article fait, OK, il y a plein de trucs qui sont en commun, effectivement. Y compris, ils ont quand même des photos pas mal, tu vois. C'est l'article, le journaliste qui va aller prendre les photos sur le mur et le tatouage, etc. Et donc, probablement, ouais, effectivement, elle a pas la chronologie, il faut voir la chronologie, quoi. Mais en fait, c'est vraiment dur de dire, il y avait un truc à protéger. T'as pas de trademark, tu vois. C'est comme sur YouTube, tu vois. Si quelqu'un fait une miniature et quelqu'un fait à peu près la même miniature, ou si quelqu'un parle d'un sujet, et après une personne voit qu'une vidéo sur un sujet a marché et fait une vidéo dessus, est-ce qu'il s'est inspiré de cette vidéo? Oui. Est-ce qu'il a copié le sujet, le miniature, le titre? Oui. Mais est-ce que tu pouvais, toi, aller dire, OK, ce truc-là, il s'est protégé, tu vois? Un exemple simple, c'est MrBeast, tu vois. Maison à $1 versus maison à $1 million. Quand le mec, il va aller faire voiture à $1 versus voiture à $1 million, est-ce que MrBeast, il peut dire, tu m'as copié? Oui. Est-ce qu'il peut dire, je possède ce truc et donc c'est du copyright? Pas vraiment, tu vois. Le format, il est trop utilisé par trop de monde. Donc, je pense que c'est pas un truc qui est facile à protéger. Par contre, effectivement, comme tu dis, c'est une idée qui est assez intrigante de se dire, OK, dans quelle mesure est-ce que tu veux protéger ce type de contenu? Et dans quelle mesure est-ce que c'est absurde qu'elle essaye de protéger l'esthétique la plus basique possible? Et du coup, ça fait du bon contenu. Pas mal de gens vont en parler sur les réseaux et potentiellement, ça l'aide aussi à se différencier et à permettre aux gens 15 000 filles beige, au moins celle qui fait un procès. Exactement. C'est la meuf beige, mais avec le procès. Donc, tu vois, ça se différencie. Ce serait marrant si les deux étaient de Concorde, en fait. C'était travailler ensemble, ce serait intéressant. Parlons maintenant de ton combat contre un pays qui est bien connu pour être un pays opprimant, la Belgique. Après le Congo, ce qu'ils m'ont fait, c'est dans la l'histoire belge est pleine d'horreur, quoi. De l'ONU, tu vois, des pays avec beaucoup d'oppression. Ouais. Non, mais j'en parlais, c'est assez fou parce que j'en parlais dans l'épisode il y a 2 semaines. Comme quoi, du coup, j'ai revisité le truc et que de base, les autorités belges ont imposé une amende de 4 467 000 554. Non, 4 millions. Vas-y. 4 467 554 € et 40 centimes. C'est ça. Ce qui a continué de monter parce qu'ensuite, il y a les intérêts, toi. Donc maintenant, on était à 5 millions, toi. Okay. Donc ils nous réclamaient 5 millions d'euros, ce qui est pas grave. Toi, quand on te réclame 5 millions d'euros, t'es pas content. Et donc le truc, il y a eu 3 ans de procédure. Et le jour où on a sorti le podcast, le mardi, j'ai eu l'annonce, comme par hasard, qu'ils avaient arrêté les procédures, qu'ils avaient admis leur défaite. C'était pas totalement inutile de lancer le trilliard. Hein. Bah, y a 2 possibilités. On a fait 30 épisodes, 5 millions d'économisés. Soit c'est une sorte de l'univers qui m'a un truc, soit c'est je pense que c'était une femme là-bas, je crois une agente des autorités belges qui a regardé et qui s'est sentie mal ou je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Elle s'est dit je veux pas un bad buzz pour l'administration fiscale belge. On drop le truc les gars, crise d'urgence. Tu es l'influenceur numéro 1 en France pour ranker les différents États et leur politique de TVA quand même. C'était un papier très très influençant. Donc du coup après on nous a traité littéralement d'entreprise criminelle dans leur dossier. Ils ont dit en fait il y avait rien. Donc c'était un truc. Tu peux résumer rapidement ce qu'on te reprochait, l'arnaque des camions. On comprend pas trop ce qui se passait. En fait, eux ils pensaient qu'apparemment on esquivait l'importation de la TVA pour envoyer des camions qui d'abord allaient en Pologne, qui ensuite étaient déchargés pendant la nuit pour qu'on ne voit pas. Déjà ils allaient pas en Pologne, je sais pas. Et après que ça allait au Monténégro et qu'ensuite via le Monténégro il y avait toute une filière criminelle qui a distribué les produits sans jamais payer de TVA. C'est un peu tout ce qu'on a pu comprendre du truc, quoi. Okay. Parce qu'on n'a eu qu'une partie de... Mais quel rapport avec la Belgique, du coup? Parce que les produits entrés en Belgique, ils viennent par la Belgique, c'est ça. Okay. Par Anvers, Antwerp, ouais, Anvers. Mais du coup, c'est pas la TVA, c'est de la taxe d'importation ou c'est la même chose que la TVA? Non, c'est la TVA. Okay. C'est la TVA. Sauf qu'en fait, non, enfin, nous, on peut démontrer, en fait, la traçabilité des produits, qu'ils allaient chez Amazon et que la TVA était réglée, qu'il n'y a pas de problème. Okay. Mais en fait, ce qui s'est passé, parce que du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que récemment, je sais pas si elle est partie à la retraite ou elle a été mutée ou je sais pas quoi, mais la personne en charge de dossier a changé. Okay. Et du coup, après, en 2 semaines, c'est débloqué, en fait. Parce que l'autre, je pense qu'elle rageait. Elle a dû passer 6 mois de sa vie à faire ce putain de dossier. Et après, je pense, rapidement, elle s'est rendue compte, en fait, non, un truc qui vaut rien. Mais en fait, elle a fait durer le truc pendant 3 ans pour rien, toi. Ce qui est un peu chiant, quand même. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, on a gagné en théorie. Mais on a perdu environ 10 000 € en frais d'avocat. Encore, on a été assez raisonnable. Et forcément, beaucoup de montants et de ceux de mon équipe. Et on va jamais être compensé pour ça ou quoi que ce soit. Surtout qu'encore une fois, plutôt que lancer une investigation complète, ils auraient pu poser des questions, on leur aurait répondu et on aurait évité ça. Donc un peu chiant quand même. Mais par contre, je pense du coup le côté positif, c'est que je pense que j'ai plutôt bien réagi à tout ça, dans le sens où ça m'a pas trop occupé de l'esprit pendant 3 ans, parce que ça aurait pu. Et avant, j'avais beaucoup tendance à penser, plus je pense à un truc, plus je peux trouver des solutions, toi. Il faut vraiment que je fasse tourner le truc non-stop et que c'est ça qui est productif. Et je pense qu'il y a un peu la
la logique Binwit. Donc, Binwit, on en parle tout le temps. Le graphe où tu as le génie, tu as le débile qui font la même chose vis-à-vis du stress. Donc, tu as un côté où Jeff Bezos, lui, il argumente dans une vidéo qui est très bien d'ailleurs, où il explique qu'en fait, le stress, il part quand tu agis, en fait. Donc, il dit qu'il y a des gens qui, par exemple, des gens sur son emploi qui sont très stressés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir contrôle sur la situation. Et lui, il dit, après, au moment où tu envoies l'email ou tu agis, il y a une partie du stress qui part. Mais je pense qu'il y a une limite à ça. C'est un moment où tu deviens un peu trop obsessionnel. Ça augmente ton stress et ça te rend finalement efficace. Parce que le truc, tu n'as plus d'espace en fait, pour penser. Il y a le truc qui tourne en boucle. Et donc, il faut pouvoir faire ce qu'il y a à faire, mais savoir à quel moment tu as un retour marginal sur ton temps de cerveau. Et le truc aussi, j'ai l'impression que ce genre de truc, tu peux le comprendre théoriquement, intellectuellement. Tu peux savoir, ok, ça sert à rien que je stresse là-dessus, ça sert à rien d'y penser H24. Mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour, en gros, à développer cette compétence de pouvoir un peu compartimenter et gérer ça. Est-ce que toi, tu as des gros trucs un peu comme ça qui t'ont occupé beaucoup l'esprit ou pas tant que ça? J'ai souvent eu des trucs qui m'ont beaucoup occupé l'esprit, mais qui n'ont jamais duré aussi longtemps que ça. Je pense que celui qui a duré le plus longtemps, c'était quand on avait des soucis avec le développeur initial de Schoolmaker. Et c'était un truc en mode... En fait, on ne pouvait pas vraiment agir. On avait identifié qu'il y avait un problème, mais on ne pouvait pas agir parce que c'était compliqué. Enfin, tu ne pouvais pas virer le mec et attendre de recruter une autre personne. Donc, il fallait recruter une autre personne pendant qu'il était là. Donc, du coup, ça a créé plein de difficultés en mode... on n'arrivait pas à trouver une personne qui pouvait s'entendre avec lui et reprendre le flambeau, etc. Donc, ça avait traîné le truc pendant assez longtemps, je pense. 1 an et demi, un truc comme ça. 1 an et demi, quand même, ok. Entre le moment... ça a commencé à mal... on s'est dit, OK, il faut qu'on remplace ce gars-là. Et le moment où il était totalement sorti. Donc, il y avait une période où on avait d'autres personnes, etc., qui avaient repris une partie des éléments, mais le moment où, en fait, le dossier était totalement fermé, et on n'avait plus aucune inquiétude à propos de ça. Donc, ça, c'était compliqué parce qu'on avait l'impression que si on disait le mauvais truc et si... Soit on provoquait le mec de claquer la porte, on aurait vraiment pu être dans la merde. Parce qu'en fait, tu vois, tu as un truc comme ça, une personne qui arrive en jour 1, ça lui prend un certain temps de se familiariser avec la code base et les features et de prendre, en fait. Si tu jettes une personne dedans, il n'y a personne pour la guider, surtout si ça a été créé par une seule personne qui a un peu fait son truc de sa manière. Ce qu'il a fait, c'était clean, c'était propre, ça, on peut lui donner ça, mais ça reste... c'est comme, tu vois, si demain, tu arrives sur l'ordi de quelqu'un et tu ne comprends pas comment organiser ses fichiers, etc. Tu vois, même si, globalement, le truc, il était fait proprement, ça prend du temps pour le comprendre. Le problème, c'est que parfois, tu peux avoir des bugs qui sont assez petits à résoudre, qui peuvent être résolus en 5 minutes. Mais si tu sais pas où ils sont, ça peut te prendre 2 jours pour les trouver, quoi. Une fois que la personne connaît la code base, il la trouve en 5 minutes. Et donc, il y avait cet élément où c'était... faut pas qu'on soit trop agressif dessus, faut vraiment qu'on trouve le bon truc entre à faire avancer le remplacement, mais pas le pousser trop fort pour pas braquer l'autre gars de l'autre côté. Et ça, c'était... ça a beaucoup pesé sur pas mal de gens dans l'équipe. Et moi, c'était un élément où je me dis, OK, ce truc-là... faut qu'on avance. En même temps, je pouvais pas être trop agressif dessus parce qu'il y avait un truc interne en fait qui pouvait péter si j'étais trop agressif dessus. Et au final, on a dû faire un peu un gamble dessus. En fait, j'ai dû un peu faire OK, ça va s'arrêter à telle date. Et en gros, il faut qu'on prenne un peu un risque parce que si on n'est jamais prêt à prendre ce risque, donc j'ai dit OK, ça va s'arrêter à telle date. Donc lui, il avait moins d'incentive de bloquer son remplacement parce que de toute manière, ça allait s'arrêter avec lui. Donc j'ai dit, sinon, je vais prendre un risque sur une personne que je ne connaîtrais pas, etc. Donc finalement, on a réussi à trouver une solution et ça s'est très bien fini, mais ça a duré assez longtemps. Et il y avait un élément interpersonnel assez fort, tu vois, de gestion des émotions de différentes personnes qui rendait le truc... Il y avait l'aspect technique et il y avait l'aspect émotion et tu avais peur que si tu pétais les émotions, ça pétait la technique, tu vois. C'était pas évident. Voilà, donc il y avait cet élément-là. Mais c'est pas celui qui m'a... Ça m'a cramé l'esprit pendant... des périodes de semaines, tu vois. Quand il y avait une crise particulière ou quand il y avait une négociation particulière, ça m'avait consommé. Mais une fois la crise passée, une fois que j'avais réussi à stabiliser le truc, je me retrouvais avec une situation que je savais que je pouvais pas tenir sur le long terme, mais qui sur le court terme fonctionnait. Donc là, j'avais la possibilité de prendre un peu plus de recul. Voilà, c'était mon... Est-ce que tu l'aurais géré différemment ou c'était après la bonne façon, tu penses? Est-ce que tu penses que aussi tu y as pensé ou ça t'a plus que c'était utile en fait? C'est toujours la question en fait. Est-ce que tu as alloué plus de temps de cerveau que vraiment utile au sujet? Je pense que il y a le temps de cerveau et je pense qu'il y a l'impact émotionnel. Tu vois. Parce que moi, je me sentais un peu trahi par une personne dans laquelle j'avais mis ma confiance.
Et une fois que tu t'es aperçu que la personne avait pas respecté l'accord que tu avais avec elle, tu es obligé encore de travailler avec. Ouais. Et ça, ça peut te ronger pas mal, en fait. Ensuite, j'ai réussi à faire ma paix avec ça, à un niveau où d'autres personnes de l'équipe ne l'ont pas fait. Et la manière dont j'ai fait ma paix avec ça, c'est en me disant, le mec a fait des mauvais trucs, mais en fait, en un sens, il ne pouvait pas s'en empêcher. Tu vois. Ouais, c'était sa nature. C'était juste sa nature. Un peu comme Marc Aurèle. Ouais, et ça a peu de sens ce que tu peux en apprendre. Lui, en je fait, pense qu'il aurait une histoire. Pour lui, c'est pas la mauvaise personne. À coup sûr, il pense pas qu'il a fait. Ouais. Et il pense que c'est moi la mauvaise personne. Et donc, du coup, je me dis, OK, en fait, ce que je peux en apprendre et la leçon à en tirer, c'est de mieux être à l'affût de ce genre de problème et de mieux, justement, checker les références des gens. Ma grosse erreur là, et je pense que tout aurait été évité si j'avais appelé ces références, en fait. Mais à l'époque, on faisait pas de références. Et c'est un gars, moi, je le connaissais depuis longtemps. Je connaissais depuis longtemps, j'avais passé du temps avec lui, etc. Tu vois, je l'avais vu en personne, on avait travaillé ensemble sur des petits projets, etc. Moi, j'ai l'impression de savoir, en fait. Mais en fait, je ne le savais pas parce que j'avais des blind spots. Donc, moi, j'ai appris sur cet élément. Et en fait, je me dis, comme le truc aurait pu être évité si j'avais fait les bonnes choses, bah, la leçon, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est pas d'avoir une rancœur particulière contre cette personne ou quoi. Et ça a du sens de faire la paix avec le truc. Même si tu as l'impression que lui, finalement, il s'est très bien tiré du truc en faisant souffrir tout le monde. Au final, ça sert à quoi d'avoir cette rancœur, mais dans le cœur du truc, tu vois, quand on t'annonce le truc, ou quand il y a tous les éléments qui passent, ou quand on te dit, OK, recrute ce mec, et en fait, tu recrutes un mec pour remplacer, et 2 semaines après, on dit, en fait, ce mec, il est nul. Je dis, mais mec, c'est toi qui m'as dit de le recruter il y a 2 semaines, comment il peut être nul, tu vois, enfin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a foutu? Il y avait des moments où j'étais en mode, c'est absurde, tu vois, et j'étais en colère contre cette situation. Mais, et ça, je pense que c'était pas l'élément, et en plus, j'étais en colère d'une colère que je savais que je pouvais pas exprimer. Ouais. Parce que j'avais peur que si je l'exprimais, j'explosais tout le truc, tu vois. Donc c'était un truc que je devais un peu ravaler et j'en parlais juste derrière le dos avec des gens avec qui je pouvais en parler, mais pas la personne avec qui j'aurais dû m'expliquer, mais je pouvais pas m'expliquer. Enfin, c'était ces moments où je pense que si tu vois, comme avec ton mec de l'affiliation, si tu penses que le mec t'a arnaqué ou a fait de la merde, et tu peux le couper, dis, OK, tu le cut, et après tu te dis, OK, quelle erreur j'ai fait ici, qu'est-ce que j'aurais dû checker, etc. Mais garder avec toi une rancœur de dire, ah, ce mec-là, il nous a eu, etc., ça aide pas, en fait. Non, c'est mon élément là-dessus. Et après, en notre actualité aussi, on a fait une semaine record, et je pense qu'on va faire un mois record aussi. Donc là, c'est positif, tu vois, la Belgique qui se finit, semaine record. Donc, quel était le record? De quoi? Quel était le record sur la semaine? 1,5 million de dollars en une semaine. Mais juste à côté de ça, le lendemain, la Belgique qui revient en force. Et là, en fait, il y a une fille de notre équipe qui s'est foirée sur les prix de nos chaises gaming. Donc, normalement, elles sont vendues à 400 €. Elle les a mis à 20 €. Et en fait, il y a des bots sur Amazon qui détectent ces genres d'anomalies prix et qui envoient des achats automatiques. Et comment ça se passe, ce changement? C'est juste une faute de frappe ou... En fait, tu uploads des fichiers. Ouais. Et en fait, elle a inversé 2 colonnes, de façon un peu idiote. Et du coup, c'est parti en... Et en plus, en fait, et c'est un peu le problème, c'est qu'elle s'est dit, bon, bah, la Belgique, une petite erreur comme ça. Donc, elle faisait parce que ça prend plus le temps de mettre un jour un prix que de faire un listing, généralement. Faire un listing, ça va plus vite. Mais elle a commencé à essayer de mettre à jour le prix parce qu'elle pensait, bon, Belgique, personne ne va le voir, tu vois. En Belgique, on fait 15 ventes par jour. Il n'y a personne sur le site Amazon belge. La plupart des Belges, ils vont sur Amazon France ou Amazon Allemagne. Donc, ça va être tranquille. Mais elle n'avait pas compris qu'en fait, il y aurait des bots qui, justement, achèteraient automatiquement les chaises. Et donc, on a perdu en 10 minutes, on a perdu environ 20 000 € d'inventaire. OK. Alors, sachant qu'on avait 200 000 € sur ce produit. Donc, on aurait pu perdre 200 000 €. J'ai eu un coup de chat immense. À ce moment-là, j'ai checké les ventes, j'ai vu le truc et c'est moi qui ai coupé le truc. Au final, il y a des achats qui ont été annulés. Et ce qui fait qu'on va perdre environ 6 000 €. Bon, ce qui fait un peu chier quand même, 6 000 €. Mais je le vois un peu comme une forme de vaccination. Je pense que c'est le genre de truc où tu as besoin que ça arrive. Parce qu'en fait, depuis longtemps, on dit à tous les gens de l'équipe, quand vous mettez à jour des prix, faites très très gaffe. Ça peut arriver, c'est vraiment la merde, c'est un des plus riches sur Amazon. Je connais des vendeurs qui ont payé des centaines de milliers de dollars en quelques minutes, notamment aux États-Unis. Littéralement, tu te trompes sur un prix en quelques minutes, ça peut tout partir. Mais pour ces nouvelles personnes qui n'ont pas connu, parce que la dernière fois qu'on a eu ces problèmes de prix, c'était il y a 2-3 ans, qui n'ont pas connu ça, ça reste théorique, toi. Ils ne voient pas le truc maintenant. Tout le monde a vu ce qui pouvait se passer. Et je pense que l'idée, c'est que potentiellement, ça va. Et il n'y aurait pas un tool que tu pourrais faire qui t'a retiré de ça, genre un tool Amazon Alors, tu as 2 trucs que tu peux faire, 3 même. Mais un, c'est en fait, tu peux mettre un prix recommandé de retailer ou un list price, dépend des marchés. Ce qui en fait fait que si ton prix est trop inférieur à ça, ils vont automatiquement couper le listing. Donc si tu passes ton prix de 100 € à 1 €, ils vont couper le listing.
En l'occurrence, et là c'est un peu la faute d'Amazon. Il y a un bug sur Amazon sur les petites marketplaces comme la Belgique. Okay. En fait, quand tu mets à jour le prix normal, ça jarte ce prix recommandé, tu vois. Okay. Donc en fait, la protection ne te met pas. Et tu as un deuxième truc aussi qui s'appelle un premium. Tu peux mettre un premium qui du coup aussi pareil. Tu mets, je sais pas, 20 euros, bah, ça pourra pas aller en dessous de 20 euros sans. Donc tu as quand même moyen de te prévenir de ça. Le problème, encore une fois, c'est que maintenant on est sur 12 marchés sur 500 produits. Donc il suffit d'une fois sur un produit pour que ça parte et ça fasse mal. Et en plus, c'est un autre problème aussi, d'un problème pour. Mais ce sera plus pour les vendeurs Amazon pour qu'ils soient au courant. C'est aussi éviter de. Tu sais, ça s'appelle un truc, c'est BIL, Build International Listing. En fait, ça synchronise tes prix sur toute l'Europe. Sauf qu'en fait, tu peux vite te foirer parce que si tu mets un prix en je sais pas, en krone suédoise, et en fait, ça peut automatiquement se répercuter en euros dans les différents marchés. Et donc, tu peux te retrouver avec des produits à 2-3 euros parce que tu t'es trompé et tu as mis. Alors, je vais raconter n'importe quelle conversion, mais imaginons que 30 krones suédoises, ça vaut 2 euros. Bah, tu penses que tu mets 30 euros en Suède. En fait, non, tu mets tes 30 krones suédoises. Boum, c'est 2 euros en France. Et là, c'est fini, quoi. Donc, faut bien gaffe. Et voilà. Donc, du coup, au final, ça se finit pas trop mal. Mais ça te donne un peu de pression et puis ça te rappelle, putain, ça peut arriver vite, quoi. Notamment, le truc, c'est que. Après, si une personne me fait ça, mais on parlait de procès, je le poursuis au bout du monde. Mais tu dis quelqu'un vraiment d'un mauvais acteur, il pourrait niquer un vendeur Amazon, mais encore une fois, en 1 heure, tout l'inventaire peut être parti. Et ce qui est bâtard, mais je pense dans ce cas-là, c'est vraiment de la malfaisance. Peut-être que Amazon t'aiderait. Mais là, on a dit à Amazon, bah, annule le truc. En plus, ça se voit que c'était pas des vrais acheteurs. C'est vrai qu'ils achetaient en Amazon Belgique et c'était livré en Roumanie, tu vois. Et ils achetaient 25 chaises. Qui va acheter 25 chaises Donc, c'était pas des vrais acheteurs. C'est peut-être une équipe d'e-sport. C'est une équipe d'e-sport qui était taquée. Putain, c'est une petite équipe d'e-sport qui se lance en Roumanie. Et, comme ça, ils ont des chaises à un bon budget, quoi. Mais en fait, on les a contactés. Ils ont dit, bah, c'est votre problème, quoi. En gros, si vous avez fait erreur dans le prix, nous, on livre au client au prix qu'il a acheté, puis c'est tout, quoi. Alors qu'avant, tu pouvais leur faire annuler. Okay. Maintenant, ils font plus rien. Ouais, malson. Je vais terminer avec le coin commentaire. On est revenu sur un débat dans les commentaires de l'épisode sur l'ETF deadlift de notre ami Peter Levels. Il y avait un commentaire qui revenait dire « Oh, mais le deadlift, c'est bien pour se péter le dos ». Et il y avait Pierre-Élie qui avait fait l'épisode justement avec nous sur la douleur, le deadlift, etc. qui venait « Mais non, c'est faux » et les gens débattaient. La raison pour laquelle je voulais revenir sur ce sujet, c'est parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a une intuition de se dire « Si tu portes un truc lourd sur ton dos, ça va te faire mal au dos ». En fait, si tu pousses cette intuition jusqu'au bout, tu dirais en fait faire du sport, c'est mauvais pour la santé. Tu vois, utiliser ton sport et en fait, tu pourrais te dire, ok, bah courir, tu utilises trop ton cœur, donc ça va faiblir ton cœur et ça va te donner, au final, ton cœur il va s'user plus vite, quoi. Et c'est l'intuition assez normale de dire si tu utilises un truc beaucoup, il va finir par s'user. Et d'ailleurs, c'est un gros truc que Trump il croit en ça. Il croit que tu as une batterie au cours de ta vie et faire du sport ça épuise ta batterie, tu vois. Okay. Et donc tu as une batterie limitée, donc c'est pour ça qu'il lui dit il fait que du golf. Pas trop de sport, tu vois, un peu de golf, un peu de tennis, pas trop de sport sinon tu vas épuiser ta batterie. Il a l'énergie pour le coup, ça semble fonctionner pour lui, quoi. Mais je pense que c'est confondre le fait que en fait il y a des mouvements qui sont plus à risque de blessure parce que si tu soulèves trop lourd ou n'importe comment, tu peux te blesser, tu vois. Mais je pense que n'importe quel mouvement, tant qu'il est fait de façon progressive, peut être accompli, tu vois. Tu pourrais faire deadlift à je sais pas une jambe ou peu importe. Tant que c'est fait avec le bon poids, avec de la bonne façon, je pense que c'est faisable, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant de revoir cette intuition, en fait. Où effectivement, tu pourrais faire cet argument. Je ne savais pas que Trump le faisait, mais que du coup, le sport, c'est mauvais pour toi et que ça va user ton corps plus vite et que les gens qui vont vivre très longtemps, c'est les gens qui font pas de sport et qui ne bougent pas, quoi. Non, par contre, l'argument, c'est par exemple, tu as des questions d'arthrose ou autre, où en fait, effectivement, les sportifs de niveau développent de l'arthrose beaucoup plus tôt parce qu'à un moment, il y a le cartilage qui frotte constamment et donc tu peux, je pense, passer à un certain niveau de sport. Effectivement, tu peux t'user plus rapidement. Ouais. L'autre élément, c'est qu'on avait un commentaire qui nous critiquait sur notre intro, on disait que notre intro était énorme, donc horrible. Donc en fait, l'intro, c'est juste quand vous cliquez sur l'épisode et que il y a Paul et moi qui faisions des blagues pendant 1 minute, et puis après vous avez la musique du générique, et après on arrive sur le plan de l'épisode. On avait une personne qui nous disait que nos intros étaient pas compréhensibles, donc on a fait un sondage et finalement les gens avaient l'air de pas mal aimer notre intro, en tout cas notre audience. Je pense que c'est là où le mec a probablement un argument, c'est que les intros sont probablement plus compréhensibles si tu connais déjà l'univers de l'émission, et pour les gens qui découvrent, ils sont en mode ok, qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de trouvages changer un petit peu à ce niveau-là. Mais je trouvais ça marrant parce que du coup dans le sondage j'avais fait une option le problème de l'intro, c'est que parfois on arrive sur des blagues mais j'avoue que moi aussi, quand on est en train de faire des blagues et de délirer, etc.,
je bafouille en fait. Ouais. Mais c'est parce que normalement, moi, je bafouille en fait avant de faire des vidéos, même sur mes anciennes vidéos. C'est juste que je me suis entraîné à être plus prudent à ce niveau-là. Et du coup, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode ouais, mais non, ouais, la manière dont parle Paul, c'est l'esprit du trilliard. Sans ça, le trilliard, ce serait pas la même chose. Moi, il y avait un mec qui disait, je me suis fait une petite feuille de traduction. Par exemple, quand il dit judo, ça veut dire jeu vidéo. Parce que je trouvais ça excellent. Voilà, c'était tout. Dis-toi que j'ai consulté du coup 2 orthophonistes la dernière semaine parce que je me dis on va essayer d'améliorer ça, tu vois. Ok. Et le problème, c'est les deux, et du coup, ça va en contre leur intérêt. Ils m'ont dit les deux que j'avais aucun problème d'élocution, d'articulation, tu vois. J'ai pas le problème d'orthophonie. C'est juste qu'en fait, et du coup, j'ai mesuré, je parle à 280 mots par minute. Ouais. Alors qu'une personne normale, c'est 120 mots par minute, en fait. Ouais. Donc, ce qui fait que du coup, je compresse tous les mots n'importe comment. Et ce qui fait que, mec, tu gagnes du temps pour l'audience du thriller. En C'est ça. écoutant le thriller, ils économisent du temps qu'ils auraient pas eu s'ils avaient pas écouté le C'est-à-dire que podcast. si t'écoutes en x2 actuellement, ce qui est déjà t'es un taré, en fait, t'es en x5 en réalité, tu vois. Donc, t'imagines à quel point c'est stratosphérique par rapport à une consommation normale. Ouais. On devrait nous remercier, mais au lycée, on nous critique. Non, mais en réalité, il existe un antidote et c'est le même que moi j'ai eu sur mes vidéos. Sur mes vidéos, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'avais un peu le mindset il faut que j'essaye de parler le plus vite possible pour juste que la vidéo elle soit ultra dense et tout. Comme en plus j'ai un script, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais dire, tu vois. Je peux aller plus vite. Donc je me suis entraîné à parler le plus vite possible. Et je pense que la compétence que tu apprends, c'est en fait de vraiment écouter ce que tu dis et de te rendre compte quand tu as buté sur quelque chose et de le reprendre en fait. Ou simplement de te ralentir un chouïa quand tu sens que tu commences à buter. C'est vraiment un truc d'auto-écoute que tu apprends avec le temps. Et en fait, la manière dont tu l'apprends quand tu fais des vidéos, c'est que tu enregistres ton script, mais faut que tu te rendes compte, il n'y a personne pour te dire quand tu as foiré une phrase. Donc, il faut que tu te rendes compte quand tu fais une phrase. Donc, ouais, tu as un peu une auto-vigilance de ce que tu es en train de dire. Et quand tu as raté une phrase, tu dis, OK, celle-là, je vais la refaire. Et au départ, moi, ça pouvait assez souvent m'arriver de pas refaire un truc. Donc, en fait, on avait soit une prise où je bafouillais sur un mot, soit il fallait que je la refasse a posteriori. Et quand j'ai commencé à faire du contenu en anglais, j'avais le même truc. J'avais souvent des trucs en anglais que je devais refaire. Et au bout d'une quinzaine de fois, j'en avais de moins en moins parce que j'étais de plus en plus capable d'entendre moi-même quand je faisais une erreur. Mais c'est pas 100% intuitif. Voilà. Et je pense que ça, c'est finalement la solution. Tu vois, c'est pas vraiment un truc d'orthophonie ou même d'articulation ou quoi. C'est vraiment de te rendre compte que si tu parles vite, certains mots, tu vas les mâcher et juste de t'en rendre compte. Et je pense que l'autre élément qui est réel et qui est venu dans les commentaires, c'est quand on fait beaucoup d'anglicismes, surtout si tu parles vite, etc. Là, les gens ils peuvent passer dessus, tu vois. Et on en a pas mal, les anglicismes quand même. Même moi, j'en ai aussi. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire buter les gens s'ils sont pas habitués. Et dans la phrase en français. Est-ce que c'est notre faute ou c'est leur faute de pas parler anglais, tu vois? À quel moment, qui a la responsabilité Parce que je me dis, c'est une des priorités justement, ce serait d'apprendre l'anglais, quoi. Après, tu peux mais en fait, même si tu sais parler anglais, même si tu connaîtrais le mot en anglais, le fait qu'il show up hors contexte, tu vois, je viens de dire show up, c'est horrible. Le fait qu'il explique qu'il faut pas faire d'anglicisme, il en fait. Le fait que le mot se pointe hors contexte dans une phrase, en fait, surtout s'il est vite et s'il est pas exprimé de manière ultra claire, tu peux buter dessus, tu vois, parce qu'il est même si la phrase n'est pas 100%, tu combles les trous. Mais si le trou, c'est un anglicisme, tu l'as pas totalement. Moi, ce que je fais sur mes vidéos, c'est que j'essaye de minimiser les anglicismes qui sont inutiles. Et si j'en présente un, j'essaye en fait au moins une fois de le traduire ou de l'expliquer. Et la première fois, de le dire un peu plus lentement et de le présenter. Et j'essaye de jouer sur cet élément-là pour être sûr que les gens ne soient pas laissés de côté. Voilà. Et dans la mesure du possible, finalement, tu vois, t'as pas vraiment besoin d'utiliser show up comme anglicisme, quoi. Tu pourrais dire se pointe, etc. C'est juste... En fait, comme on a envie de parler tellement vite, et parfois, comme on parle souvent anglais, le mot qui nous vient en premier, c'est le mot anglais. Et pour pas perdre de temps, on dit le mot anglais. Peut-être que ça vaut le coup de passer 2 secondes de plus. Entre nous, on se comprend. Tu vois, tu oublies vite fait qu'il y a d'autres gens qui écoutent. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais parfois, ça peut valoir le coup de prendre 2 secondes de plus, de penser, de trouver le terme français. Tu vois. Bref. On va s'améliorer. Enfin, je vais m'améliorer. Mais moi aussi, tu vois, c'est un truc auquel je réfléchis. Et je pense qu'en fait, notamment sur le moment où on commence à délirer, les blagues, etc. Parfois, c'est pas... Quand à moitié on rigole, à moitié on parle, effectivement, c'est pas très compréhensible. Et après, je pense que dans le flow de l'épisode, les gens qui sont avec nous sur le contexte, ils comprennent. Quand c'est pris en intro sur un épisode, t'es un peu jeté hors contexte dans la fin de la blague. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on va essayer de mettre moins d'éléments dans l'intro, de faire une intro un peu plus courte, mais d'avoir un peu plus de contexte. Donc, au lieu d'avoir 5 blagues qui s'enchaînent, alors peut-être un seul truc, mais avec le contexte et la punchline. Et on va essayer de faire quelque chose comme ça. Merci à vous qui nous avez laissé des commentaires à ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.